Ce monde, avant la création du ciel et de la terre, était une mer et une île, incarnant la bénédiction de la déesse régnant sur ces terres. Centenaire. Un lieu où, conformément au principe de la bella figura, philosophie italienne de recherche de la beauté et la grâce étaient dans l'air, pénétrant partout. Un lieu qui, chaque nuit, telle une étoile brillante, scintillait de luxe et d'hédonisme. Il y avait dans l'air un parfum d'insouciance, de plaisir et de divertissement. Cependant, même dans un tel monde, il y avait au moins une fosse à ordures dans laquelle toute la saleté était collectée. Passons maintenant au bidonville de Kimura. Le bruit du verre brisé a brisé le silence de la nuit. Des cris forts résonnaient sur les murs sales. Il n'y avait pas de place pour le luxe ici, seulement pour la survie. Quelqu'un a été grossièrement traité de petit rat. Des silhouettes sombres entouraient la victime acculée. Ils ont crié pour qu'il ne soit plus question de s'enfuir. Ils étaient déjà au courant de tout. L'homme sombre rapprocha son visage déformé par la colère du jeune homme. Il a affirmé à Abel qu'en fait, il n'était pas muet. Et en plus, l'homme saisit fermement l'ourlet de la chemise du jeune homme. Il tira avec force, exposant le corps, avec une poitrine de femme attachée dans un tissu blanc. La victime a crié d'horreur. Elle a exigé qu'il ne la touche pas. Les hommes qui les entouraient éclatèrent d'un rire grossier. Il s'est avéré que tout cela était vrai. Ce scélérat était une femme. Les yeux des assaillants brûlaient d'un feu avide. Ils ont décidé d'examiner de plus près la victime. Son visage, bien sûr, donnait l'impression qu'elle vomissait. Eh bien, voici le corps. La silhouette mince portant la casquette agita brusquement la main. Il y a eu des cris et des demandes pour qu'il parte. Quelqu'un a hurlé de douleur. La victime a été retrouvée tenant dans ses mains un morceau pointu d'une bouteille cassée. Le bord était taché de sang. La fille a crié de manière menaçante qu'il ne devrait même pas penser à s'approcher. Elle n'a pas été autorisée à finir de parler. L'un des agresseurs a saisi douloureusement la victime par les épaules. La malheureuse femme grimaça de douleur insupportable. Verzila a crié qu'il avait pitié de l'orpheline et qu'il l'avait recueillie. Et il n'y avait aucune gratitude de la part de cette garce. Il secoua la fille de toutes ses forces. Un éclat de bouteille lui tomba des mains. L'homme eut pitié d'elle, qui ne pouvait subvenir à ses besoins qu'en nettoyant ses chaussures. Et j'ai pensé à tout oublier. Mais j'ai décidé de ne pas le faire. Le coude de l'homme heurta violemment le corps fragile. Le coup a coupé le souffle à la victime. Un cri étouffé et étranglé résonna dans la ruelle sombre. Verzila a dit qu'il lui avait donné une semaine. Il fixa intensément la malheureuse victime. Si elle ne parvient pas à récupérer l'argent de leur mécénat, elle devra alors s'occuper non pas des chaussures, mais des hommes. Un rire désagréable se fit entendre. Quelques jours plus tard, place Sansalina. Le cireur de chaussures se pencha sur les chaussures de son client. Esseuse mouvements rythmiques ajoutaient du rythme à la musique de la ville. La fille travaillait dur, mais les pensées tristes ne quittaient pas sa tête. Elle ne savait pas quoi faire. Il lui reste moins de 2 jours. Les mouvements du nettoyeur étaient précis et rapides. Les pensées se bousculaient entre le chiffon et la poche vide. Elle devait trouver l'argent à tout prix. Elle craignait qu'il ne l'envoie dans un bordel. Elle serra avec colère le chiffon sale dans ses mains. Je pensais que ce serait mieux si elle... La fille n'a pas eu le temps de terminer sa pensée. Elle entendit son client faire écho à ses pensées. Il lisait le journal. Il a dit qu'il aurait été préférable pour lui de mourir. L'homme a posé la presse. Il a admis que cela aurait été bien mieux que de prendre Lucrèce par la main. Et entré dans la salle de cérémonie. La fille leva son visage sale et laid vers le client. Elle regarda attentivement. Il y avait de la surprise et de la reconnaissance dans ses yeux. Cela ne pouvait pas arriver. Cet homme incroyablement beau aux cheveux noirs de jais pourrait-il vraiment être César Bonaparte? Il y avait un article dans le Centenaire Herald sur l'étoile la plus brillante de la noblesse de Centenaire. On disait que le protagoniste d'innombrables scandales amoureux, César Bonaparte, avait finalement rencontré son destin. Elle s'est avérée être la plus jeune fille de la famille Della Valle, Lucrezia Della Valle. La jeune fille a attiré l'attention du public en choisissant César comme époux. Le jeune homme était le seul héritier de Bonaparte. La mariée a fait référence au contrat prénuptial. Il était composé de 2 familles dans un passé lointain. Tout le beau monde félicita Lucrèce pour le fait que son amour non partagé de longue date avait porté ses fruits. Les doigts de l'homme froissèrent le journal avec fureur. Le jeune homme remarqua que Lucrèce était une excellente menteuse. Ses yeux brillaient de colère. Les hommes étaient assis sur la place et discutaient. L'un d'eux avait ses chaussures cirées. César doutait que ce soit le destin. Même si je savais quel genre de femme elle était. La fille regarda son client avec de grands yeux. Une goutte de sueur coulait sur sa tempe. La jeune fille comprit qu'elle ne se trompait certainement pas.
C'était César Bonaparte. Qui aurait pensé qu'elle rencontrerait un personnage aussi important sur la Plaza San Salina? Elle se demandait ce qu'elle devait faire. Peut-être auriez-vous dû expliquer votre situation et demander de l'aide. La fille continuait à s'asseoir sur ses genoux devant les hommes. Elle espérait qu'il aurait peut-être pitié d'elle et lui jetterait quelques pièces d'or. César alluma une allumette au bout de son cigare. Il y eut un léger crépitement. La fumée aromatique remplissait les poumons. Il resta silencieux un instant. Il a remarqué qu'il devrait encore agir selon le plan. L'interlocuteur a crié d'horreur. La brune parlait-elle vraiment de ce plan fou? Il n'est pas sérieux. César a demandé si son ami aurait une meilleure idée. Il a proposé de trouver une fille convenable et de la vendre à Delaval. La cireuse de chaussures s'est figée en entendant ces mots. Elle avait l'impression que son cœur était sur le point de sortir de sa poitrine. Ce n'était pas seulement une occasion de régler les choses avec quelques pièces d'or. C'était peut-être la dernière chance donnée à la malheureuse jeune fille par la déesse elle-même. Elle a pris son courage à deux mains. Elle leva les yeux vers les hommes. Elle a mis sa main sur sa poitrine et a demandé à le vendre. Elle a promis qu'elle deviendrait la dame la plus chère de Santnara. Le client regarda attentivement la fille. La lumière du soleil jouait sur le visage tendu du beau jeune homme tandis que le cigare brûlait lentement dans sa main. Son interlocuteur a réagi plus rapidement. Il se pencha légèrement vers la fille et lui demanda de quoi parlait la demoiselle. César renifla avec mépris. Les cireurs de chaussures ont-ils oublié de nos jours comment déterminer la classe sociale des gens en fonction de leurs chaussures? Il a dit à Miss Nettoyage qu'il n'était pas un proxénète. La fille serra le chiffon dans ses mains. Elle a admis qu'elle avait tout identifié correctement. Son nom est Abel. Puis elle s'est corrigée et s'est présentée. Son nom était Adèle Vivi. Elle a noté qu'elle voulait simplement dire qu'elle pouvait jouer le rôle dont le gentleman avait besoin mieux que quiconque. La brune se pencha en avant. Je lui ai demandé d'où lui venait cette confiance dans la compréhension de ses objectifs. Il y avait un léger intérêt dans ses yeux. La jeune fille remarqua qu'il avait besoin d'une fausse fille de la famille Bonaparte, qu'il pourrait envoyer à la famille Delaval et à sa place. Le regard intense des yeux jaunes fixés sur la fille. César exigea une réponse. Il se demandait de qui le nettoyeur avait entendu cela. Adèle a admis qu'elle était arrivée à cette conclusion après avoir lu le journal. Dans le contrat de mariage rendu public par Delaville, seule leur famille figurait. Cependant, aucun nom précis n'a été donné. C'est pourquoi la brune pensait probablement pouvoir se libérer des liens d'un mariage politique. Cela aurait pu arriver s'il avait été possible de tromper tout le monde en achetant une fille et en l'appelant la fille secrète de la famille Bonaparte. Adèle a poursuivi en disant que ce qu'il fallait, c'était définitivement une fille, parce qu'il restait encore un fils célibataire dans la famille Delaval. L'interlocuteur de César était ravi. La fille a-t-elle vraiment tout deviné en lisant simplement le journal? C'était incroyable. La brune coupa brusquement Jude. J'ai dit à l'autre personne qu'elle avait perdu son temps. La famille Delaval a produit de grands scientifiques depuis des temps immémoriaux. Il était impossible de les tromper aussi facilement, de leur vendre une cireuse de chaussures qui savait à peine lire. Adèle se demandait si elle n'était pas à peine capable de lire du tout. La brune se figea de surprise. La fumée aromatique du cigare flottait dans l'air. Jude tourna la tête vers son amie avec admiration. Se pourrait-il que la fille parle la langue de Dinine? Adèle a confirmé. Elle connaissait également la langue d'Algéis. La brune a demandé comment elle avait pu apprendre des langues étrangères. La jeune fille a répondu qu'elle avait lu des livres à la bibliothèque publique et écouté les discours des étrangers. César hocha la tête et rit. Je ne croyais pas qu'elle n'avait écouté que brièvement. C'était comme si la déesse de la mer se moquait de lui. L'homme regarda la fille. Je m'adressais à mademoiselle Adèle Vivi par son nom complet. Peu importe à quel point elle était intelligente. L'homme marqua une pause. Le bout poli de sa chaussure toucha le visage de la fille. N'a-t-elle pas compris qu'avant tout, un produit à vendre doit être attrayant? César a déclaré que la fille était disqualifiée. Les deux hommes se sont levés du banc. Les amis sont passés devant la femme de ménage, qui est restée assise sur ses genoux. Leurs pas s'éloignaient du malheureux. Le cri inattendu d'Adèle fit s'arrêter les hommes. La fille leur a demandé d'attendre. Avec un grand sifflement, sa casquette s'envola dans le ciel. Ses longs cheveux tombèrent immédiatement sur ses épaules. Elle se nettoyait le visage avec des mouvements saccadés et précipités. Les deux hommes se tenaient là, confus et surpris. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait sous leurs yeux. Après un moment, nous avons vu une fille. De longues boucles encadraient son visage pâle. Adèle a demandé s'ils avaient toujours l'intention de la disqualifier. Les hommes se retournèrent et marchèrent vers la fille. Jude a admis que lorsque la brune a suggéré de faire semblant d'être avec la sœur de César, il a pensé que c'était complètement absurde. Mais en y regardant de plus près,
J'ai remarqué que la couleur de leurs cheveux et de leurs yeux était assez similaire. Je me suis tournée vers un ami. N'était-ce pas tout simplement parfait? La brune demanda si Adèle était, par hasard, une femme noble. Qui étaient ses parents? La fille était surprise. De quel genre de parents pourrait-on s'adresser à un orphelin? La brune y réfléchit. Il s'est couvert la bouche avec sa main. Dans ce cas, il était vraiment curieux. J'ai remarqué qu'Adèle ne semblait pas être une simple idiote qui ne réalisait pas que si elle était découverte, elle serait tuée. Je lui ai demandé pourquoi elle en avait besoin à ce moment-là. La fille était gênée. Je ne savais pas comment répondre. Elle a admis qu'elle avait simplement faim. Le jeune homme réfléchit. Bon, peu importe, d'accord, convenu. L'homme fit quelques pas. Je me suis éloignée d'Adèle. Il a dit la phrase « Moi, César, je te renvoie ». La jeune fille continua « Retrouvons-nous à l'endroit où nous avons vécu ensemble ». L'homme se retourna et regarda attentivement le nettoyeur. César expira. Un sourire narquois se dessina sur les lèvres de la brune. J'étais ravie. Elle a même reconnu une citation de la pièce de Dante. Il semble qu'il ait trouvé une femme très utile. Il a suggéré de venir au domaine de Buonaparte avant midi demain. Les vieilles cabanes en bois s'affaissaient sous le poids de la pluie. Leurs silhouettes sombres se perdaient dans l'obscurité de la nuit, tandis que les gouttes de pluie martelaient les toits de la ville. La pluie s'abattait sur la fenêtre du bâtiment dans lequel se tenait une silhouette solitaire, figée dans la stupeur. Des gouttes froides coulaient sur le verre sale. Elle n'arrivait toujours pas à y croire. Adèle était assise sur le sol de sa maison sordide. César Buonaparte accepta sa proposition. Elle n'aura plus à s'inquiéter du bordel. Une jeune fille est apparue dans la mémoire de la brune. Ils vivaient ensemble dans cette pièce miteuse. C'était vraiment dommage, mais elle ne pouvait rien dire à Clarisse, sa seule amie. Au début, la fille voulait partager avec elle, mais apparemment, elle était occupée aujourd'hui aussi. Adèle a décidé de lui laisser une lettre. Un coup brusque et inattendu de la porte sortit la jeune fille de son état pensif. Elle leva la tête avec peur. Elle se figea, écoutant. Elle commença à se lever prudemment du sol. Ils ont continué à tirer sur la porte. La fille ne comprenait pas qui pouvait venir à une telle heure. Des gouttes de sueur perlaient sur son visage. La porte s'ouvrit avec un fracas assourdissant. La silhouette d'un homme est apparue dans l'embrasure de la porte. Les yeux du vieil homme Nino brillèrent de colère. Il a dit qu'il savait que ce serait comme ça. Il a admis qu'il était venu pour vérifier. Et la fille se préparait déjà à s'enfuir, sans les payer pour leur protection. Adèle recula de peur. L'homme tenait la main de la victime dans une poigne de fer. Il m'a tiré avec lui. Il a dit qu'il le ferait tout de suite. La jeune fille a lutté désespérément pour s'échapper. Elle lui a crié de la laisser partir. Elle a essayé de frapper l'agresseur. Adèle s'est libérée et a couru vers la fenêtre. Verzila l'a traité de garce malade. Il lui ordonna de venir rapidement à lui. La fille est montée sur la table. L'homme s'est précipité vers elle. Où allait-elle courir? Le grand gars tendit ses mains vers la fille. J'ai essayé de l'attraper. Son visage était défiguré et déformé par la colère. Adèle se souvint de la façon dont la brune lui avait demandé, puisqu'elle savait que si elle était exposée, elle serait tuée. Alors pourquoi avait-elle besoin de tout cela? La fille s'éloigna de la table et sortit par la fenêtre. Elle ne se souciait plus de savoir si elle allait mourir. La brune serait incroyablement heureuse si elle pouvait s'échapper d'ici. Un bruit sourd résonna dans la rue déserte. Le corps fragile gisait étendu sur les pavés humides. La pluie s'abattait sans pitié sur la silhouette immobile. Soudain, la fille bougea. C'est avec difficulté que je commençais à me lever. Chaque mouvement était accompagné de gémissements. Adèle a trouvé la force de se relever et d'avancer. Si une telle chose était possible, alors elle serait heureuse de risquer sa vie pour cela. L'homme élégant aux cheveux gris s'inclina et salua Madame Adèle. Son nom était Ernst. Il était majordome au domaine de Buonaparte. Le domaine semblait luxueux et riche. Ernest ouvrit les portes en fer forgé pour la jeune fille, invitée à entrer. Il a dit que le chef de famille l'attendait. Des gouttes d'eau tombaient et retombaient sur le parquet. César écrivait quelque chose, assis à la table. Il ne semblait pas remarquer la silhouette mouillée dans son bureau luxueux. Soudain, il leva les yeux. J'ai remarqué que la fille avait l'air moyenne. Adèle était mouillée de la tête aux pieds. La brune se tourna vers sa petite sœur bien-aimée. Il lui a demandé comment il se faisait qu'elle soit si mouillée. César rit d'un air moqueur en regardant la jeune femme qui se tenait devant lui. Il a suggéré de partager des informations avec son frère aîné. Adèle a parlé de Monsieur Nino, un vieil homme qui dirigeait une entreprise de cireur de chaussures à Kimura. Il traquait la jeune fille pour des paiements de patronage en retard. Cet homme n'arrêtera certainement pas de la harceler. La brune pensait à ce vieil homme. Il a dit qu'il était maintenant mort. Les yeux de la fille s'écarquillèrent de surprise.
Elle regarda son interlocuteur avec perplexité. L'homme regarda par la fenêtre. J'ai remarqué qu'aujourd'hui il y avait une terrible averse. Il a demandé si la fille était d'accord avec lui. Comme il l'a entendu, la pluie était si forte qu'une des cabanes de Kimura n'a pas pu résister et s'est effondrée. Il a souligné que les décès dus aux accidents dans les bidonvilles sont assez fréquents. La brune regarda la fille. Il a demandé s'il y avait un autre bug qui pourrait interférer avec eux. Adèle frissonna à ces mots. Elle a répondu négativement. Elle a dit qu'il n'y avait personne d'autre. Leurs regards se sont croisés. La brune se demandait s'il ne devait pas simplement abandonner. Les pensées de la fille commencèrent à s'emballer de peur. De quoi parle-t-il? Il semblait que la brune parlait comme si elle connaissait Clarisha. Adèle serra les poings. La brune a demandé de ne pas trop s'inquiéter. Après tout, une fille n'a rien à craindre jusqu'à ce que le plan tourne mal. L'affaire étant réglée, la brune suggéra de passer à l'essentiel. Il a dit que la fille connaissait déjà le but. Elle avait besoin de séduire le fils du peuple des Laval et de l'épouser. La brune a fait une demande. De son corps et de son esprit, de sa façon de parler, jusqu'au bout de ses doigts et de ses orteils. La jeune fille était censée devenir le Bonaparte idéal. Pour tromper toute la haute société de Fornati, la brune a craqué une allumette sur la boîte. Un incendie est apparu. Le jeune homme alluma un cigare. J'ai remarqué qu'il y a 3 mois de préparation à venir. Si elle ne parvient pas à devenir la dame qu'il reconnaît dans ce délai, son plan tombera à l'eau. La main de l'homme laissa tomber l'allumette. La jeune fille regardait le match en chute libre avec une grande intensité. J'ai pensé au tas d'ordures. Si le plan échoue vraiment, va-t-elle sombrer dans le chaos après lui? Adèle resta tendue et silencieuse. Après un moment, elle répondit doucement qu'elle comprenait le monsieur. La main d'un homme reposait sur les feuilles de papier couvertes d'écriture. La brune se demandait si la fille ne demanderait même pas pourquoi les règles duraient exactement 3 mois. Adèle a répondu que la brune avait prévu de programmer l'événement pour qu'il coïncide avec la date de la réception, en l'honneur de son anniversaire. L'homme était d'accord avec sa déclaration. César s'est approché de la fille. Il exhalait une fumée parfumée. Il a dit qu'elle avait un talent pour découvrir ses plans en se basant uniquement sur des articles de journaux. Il regarda attentivement son interlocuteur. L'homme avait le sentiment qu'elle en savait encore plus sur sa famille que lui. D'un mouvement désinvolte de la main, il prit la fille par le menton et lui releva la tête. Il a dit qu'il devait y avoir une autre raison à cela. Un sourire sûr de lui se dessinait sur ses lèvres. Il ne lâcha pas son visage, le tenant dans sa main. Il a demandé si Adèle était peut-être intéressée par lui. Le crépitement des nombreuses bougies dans les lustres sous le plafond rompit le silence qui régnait dans la pièce après la question de Césare. La brune comprenait parfaitement les sentiments d'Adèle. Pour un paysan des bidonvilles qui n'avait qu'un visage, le nouveau frère ressemblait presque à un messie. Le jeune homme tenait le visage de la fille dans sa paume. Il a prétendu qu'il était le frère que l'on voulait rejoindre. Il se pencha plus près et, avec un sourire narquois sur les lèvres, prévint qu'il ne voulait pas la voir dans sa chambre au milieu de la nuit. La jeune fille répondit avec audace qu'elle était reconnaissante pour le conseil. Elle a admis que, quoi qu'il arrive, elle n'était pas intéressée par lui. Les yeux ambrés de la jeune fille regardaient attentivement son interlocuteur. Bien qu'il soit beau, il semblait un peu fou. La brune rit joyeusement. J'ai remarqué que l'expression sur le visage d'Adèle était tout simplement autre chose. L'homme s'est retourné et s'est éloigné de la fille. Il a prévenu parce qu'une chose pareille s'était déjà produite auparavant. La brune répondit au monsieur qu'elle garderait cela à l'esprit. César regarda par-dessus son épaule son interlocuteur. Il a déclaré qu'il n'était pas son maître. Maintenant, elle doit l'appeler frère. La brune regarda le jeune homme. Il s'est laissé tomber dans un luxueux fauteuil sculpté. La fille se tenait au milieu de la pièce. Elle a accepté de l'appeler frère. Le cigare fumait dans la main du jeune homme. Il a fait l'éloge de la brune. Elle a appelé sa sœur. Il a déclaré qu'à partir de ce moment-là, elle était devenue Adélaïde Bonaparte. Selon la légende, la jeune fille avait 5 ans de moins que César. Pendant tout ce temps, elle a vécu dans la lointaine Capolo, quelque part à l'étranger. Adélaïde se considérait comme une roturière. Et soudain, pour une raison quelconque, j'ai décidé de venir ici seule. Adèle y a réfléchi. Ainsi, pour expliquer la raison pour laquelle elle est devenue Bonaparte, elle doit s'adapter à la situation. Est-ce que cela aurait vraiment pu être son plan? La brune a demandé si le jeune homme avait l'intention de mettre la présidente au courant de leur plan. Je pensais que sans le consentement de sa grand-mère, il aurait été impossible de commencer à planifier quelque chose comme ça. La brune répondit négativement. Sa chère dame Eva était si impatiente de voir ses petits-enfants qu'elle était prête à accueillir Lucrezia à bras ouverts. La fille n'a pas levé les yeux. Il s'est avéré que la présidente a soutenu ce mariage.
César lui a demandé si elle n'était vraiment intéressée par rien d'autre. Selon lui, la chose la plus importante a été laissée sans surveillance. La fille a clarifié ce qu'il voulait dire. La brune parlait de ses parents. Puisqu'elle allait se faire passer pour sa propre sœur, ne valait-il pas la peine de se renseigner à ce sujet? Je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas posé de questions à ce sujet. La fille leva les yeux vers son interlocuteur. J'ai été surpris par cette question. Y a-t-il vraiment une seule personne à Centenaire qui ne le sache pas? Il y avait des rumeurs selon lesquelles les parents de César, fous d'amour l'un pour l'autre, s'étaient enfuis. Ils ont également abandonné leur famille. Et de votre petit enfant. La brune a seulement entendu dire que l'année où le monsieur a eu 9 ans, ils ont déménagé. César rigola. Elle n'avait donc pas besoin d'explications supplémentaires. Ils diront que les parents sont devenus fous une deuxième fois et lui ont donné naissance. C'est là que nous avons fini. Le jeune homme a dit à Adèle que la femme de chambre l'attendait devant la porte. La fille n'avait qu'à la suivre. On entendit le bruit d'une porte qui s'ouvrait. La brune laissa la fille passer devant. Il lui a donné un nouveau nom. Adélaïde Bonaparte. Le jeune homme aimerait bien croire que lors de leur prochaine rencontre, Adèle saura afficher une image plus féminine. Un sourire narquois apparut sur le visage de César. Il avait hâte de voir davantage de progrès dans ces changements. La jeune femme regarda hardiment dans les yeux son interlocuteur. Elle a promis à son frère qu'elle ferait de son mieux. Ephonie Carrer, la servante désignée, s'inclina légèrement. Elle a avoué à Lady Adélaïde que c'était un grand honneur pour elle de la servir. 2 silhouettes féminines se tenaient figées à l'entrée d'une pièce spacieuse. La servante remarqua que cette pièce appartenait désormais à sa maîtresse. Ephonie a déclaré que les Bonaparte rejetaient le luxe, donc le décor ne peut pas être qualifié de chic. Il y avait beaucoup de bibelots magnifiques et coûteux sur les tables et les étagères. La femme de chambre a assuré que la dame ne se sentirait de toute façon pas mal à l'aise ici, bien que la femme ait pensé que c'était trop modeste pour les appartements d'une dame. La brune marchait derrière Ephonie. J'ai été surpris de voir à quel point tout ce qui m'entourait pouvait être qualifié de modeste. La femme de chambre a demandé à pouvoir s'adresser à elle librement. La jeune femme était gênée. Je ne savais pas quoi répondre. Ephonie a révélé que les dames suivraient des cours d'étiquette à partir de demain. Si une fille attrape un rhume à cause de l'hypothermie, ce sera un gros problème. La femme s'avança et tendit la main, indiquant qu'il devait aller dans une autre pièce. La salle de bain luxueuse a émerveillé l'imagination de la brune. La femme de chambre a dit qu'elle l'aiderait à prendre un bain. La fille était gênée. Elle jouait nerveusement avec l'ourlet de ses vêtements sales et mouillés. Elle m'a assuré que tout allait bien. Elle pourra se laver elle-même. Ephonie regarda sévèrement la dame. Les aristocrates ne prenaient pas de bain seuls. C'était également l'une des parties de la formation. On m'a demandé de suivre les règles. La jeune femme se sentait mal à l'aise. Mademoiselle Carrère a déclaré que tous ces mots adressés à la dame n'étaient pas une demande. La fille a fait un effort. Convenu. J'ai remercié la femme. Elle a commencé à retirer lentement ses vêtements. Les chiffons sales et humides tombèrent en tas près des pieds nus de la fille. La servante frissonna à ce qu'elle vit. Ses yeux s'écarquillèrent. Ephonie a crié. Le corps entier de la jeune fille était couvert de terribles ecchymoses et contusions. Adèle a crié que ses bleus disparaîtraient rapidement. Elle en était sûre car elle était souvent battue. Mais aucun défaut ne subsistait. La brune se couvrit les yeux avec ses mains honteuses. Sans regarder la femme de chambre dans les yeux, elle lui a demandé si elle voulait signaler cela. La fille était incroyablement effrayée. Et si César trouvait son corps laid et rompait le contrat? La servante resta silencieuse pendant un long moment. La femme regarda attentivement la silhouette battue de la jeune fille. Le contrat entre la brune et le jeune maître Césarée pourra prendre fin immédiatement après le mariage avec le fils de Delaval. Jusqu'à ce moment, tout ce qui était demandé à Adèle était de ne pas être découverte par le jeune maître de leur clan. La brune ne leva pas les yeux. Après ces mots, elle poussa un soupir de soulagement. J'ai remercié la déesse. Ephonie remarqua que même si les blessures de la jeune femme guérissaient, elle était devenue trop maigre. Il était maintenant temps de me concentrer sur le rétablissement de ma santé. Des pétales de rose tombèrent des mains de la servante dans la cuvette du bain. Ils flottaient lentement à la surface de l'eau. La femme décida de répéter une fois de plus que la brune était désormais une dame de la famille Bonaparte. César demanda à la servante ce qu'elle pouvait dire de sa charmante petite sœur. L'homme était assis à la table du bureau. Une averse faisait rage à l'extérieur de la fenêtre. La femme a admis que sa santé laissait beaucoup à désirer. Son corps présentait de nombreuses traces de coups. L'homme réfléchit. Il a souligné avec insistance que la perle ébréchée ne valait pratiquement rien. Ephonie a noté qu'il s'agissait de blessures qui guériraient complètement avec un traitement. Et lorsque la dame prendra un peu de poids, sa beauté pourra éclipser beaucoup de gens.
La brune rit pensivement. Je me souviens avoir tenu le visage de la fille dans mes mains. Il a admis qu'elle était toujours belle. Un sourire obscène se dessina sur son visage. Il était maintenant désolé qu'il soit désormais parent. La servante frissonna. Elle était outrée par le comportement du monsieur. L'homme souriait avec des dents blanches. Cela a calmé la femme. Il lui a dit de ne pas s'inquiéter. Il ne touchera pas la fille. Un coup de tonnerre gronda à l'extérieur des fenêtres. Le jeune homme ne l'a pas dit à voix haute, mais il était sûr qu'Adèle mourrait de toute façon dès que son problème serait résolu. Dans le crépuscule précédant l'aube, le domaine de Buonaparte se dressait comme une masse sombre. Le parc devant le domaine était noyé dans une épaisse brume bleutée. La brune s'est réveillée à nouveau par vieille habitude. La fille regarda pensivement par la fenêtre. J'ai regardé les navires revenir avec leurs prises. Habituellement, c'était à cette heure-là que les bateaux de pêche qui avaient travaillé toute la nuit entraient dans le port. Bientôt, certains pêcheurs commenceront à distribuer le poisson qu'ils n'ont pas pu vendre à ceux qui en ont besoin. La jeune fille elle-même se réveillait chaque jour à l'aube, errant autour de la jetée dans l'espoir d'arriver à temps pour la distribution. Maintenant, sa vie était devenue si luxueuse qu'elle ne pouvait même pas y croire. Adélaïde était inquiète. Elle marmonna doucement dans sa barbe, inquiète de savoir si elle serait capable de gérer tout cela avec dignité. Les doigts se tendirent vers le livre. Un lourd tome apparut dans ses mains. La fille ne pensait pas qu'elle pourrait se rendormir. La lumière du soleil tombait sur les draps blancs comme neige. La brune était assise dans son lit, penchée sur un livre. Le silence n'était rompu que par le bruissement des pages tournées. Soudain, on frappa doucement à la porte. Éphonie entra dans la pièce. J'ai remarqué que la dame était déjà réveillée. La femme s'est approchée et a demandé si l'endroit où dormir ne lui convenait pas. La fille n'était pas d'accord. Elle s'est réveillée assez tôt. La brune posa le livre. Elle a demandé à la femme de chambre ce qu'elle devait faire maintenant. Éphonie ferma les yeux. Elle a remarqué que la fille était pleine d'enthousiasme. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus une seule heure de libre dans l'emploi du temps de la dame. Elle a cependant suggéré de commencer le repas. La table était couverte de toutes sortes de délices. La jeune fille regarda toute cette splendeur avec peur. Il y avait de la panique dans ses yeux. La servante a reculé la chaise. Elle a suggéré que nous nous asseyions. J'ai demandé si la fille avait des préférences alimentaires particulières. Adélaïde a déclaré qu'elle n'aimait pas trop la nourriture avariée, mais que n'importe quoi ferait l'affaire. Elle pouvait même manger des insectes. Éphonie a noté qu'il n'y avait aucune préférence du tout. J'ai considéré que c'était une bonne qualité pour une dame noble. La femme observait la brune de côté. Elle a noté que l'étiquette à table est l'une des compétences obligatoires pour les nobles. Adélaïde hocha la tête en réponse. Éphonie a déclaré que cela pourrait être appelé la fondation de la fondation. Lorsque vous commencez un repas, vous devez toujours utiliser les ustensiles les plus à l'extérieur. La femme les a pointés du doigt. Il fallait maintenir la posture. Levez votre menton plus haut. Les coudes ne doivent pas toucher le dessus de la table. Il est interdit de garder les mains sous la table pendant les repas. Adélaïde maniait habilement un couteau et une fourchette. La servante a fait l'éloge de la brune. Elle a dit qu'elle avait fait un excellent travail. J'ai continué la leçon. Maintenant, elle m'a demandé d'essayer le plat. La fille a embroché un petit morceau sur une fourchette. Mets-le dans ma bouche. Son visage est devenu rouge. La variété des plats était incroyable. Il s'agissait d'un carpaccio de bœuf avec ajout de roquettes et de céleri, linguine au maquereau et à l'ormeau, flétan au gratin de pommes de terre à la sauce tomate. La brune mâchait avec plaisir. Elle ferma même les yeux de plaisir. Chaque plat était délicieux. La brune était même prête à lécher les assiettes. Soudain, la jeune femme frissonna. Je me demandais si elle mangeait trop goulûment, comme une sorte de clocharde. Éphonie regardait la fille. Elle a dit qu'elle était très heureuse de voir que sa maîtresse avait bon appétit. Elle a noté que pendant un certain temps, elle aurait dû manger plus de 4 fois par jour. La fille lui jeta un regard surpris. La servante a continué en disant qu'une noble dame devrait être dans le corps. Adélaïde s'est réjouie de cette déclaration. Le bruit des talons résonnait dans toute la pièce. Éphonie marchait devant la jeune femme. Elle lui a expliqué qu'il était maintenant temps de lui faire visiter le manoir. Le domaine était frappant par son luxe et son ampleur. Il y avait ici une bibliothèque et une salle de réception, galerie de photos, salle de billard, réfectoire. La femme de chambre a dit que dans la zone centrale du premier étage se trouvait le bureau d'un jeune maître. Si pour une raison quelconque Lady Adélaïde a besoin de rendre visite au jeune homme, elle doit entrer sans frapper. C'est la règle du manoir. La brune écoutait attentivement son interlocuteur. Je lui ai demandé s'il y avait autre chose dont elle devait se méfier. Éphonie rit pensivement. J'ai décidé qu'il valait mieux lui en parler maintenant.
Le cercle de personnes qui étaient au courant du contrat entre la brune et le jeune homme ne comprenait que 6 personnes. Mais dans quelques jours, ce nombre passera à 7. Et cette personne sera son professeur d'étiquette, Madame Flavia. Cette femme était stricte. En même temps, Madame avait de meilleures compétences. Vous devez donc l'écouter attentivement. La brune accepta. La jeune fille a demandé comment elle devait saluer Madame lors de leur première rencontre. Éphonie réalisa que la fille avait raison. Après tout, elle devrait apprendre la salutation habituelle à Fornati. La servante a montré son propre exemple. Tenant sa jupe, elle plia légèrement les genoux. Il est nécessaire de garder le dos droit. Et incline la tête. Adélaïde, dans une belle robe neuve, répéta après la femme. Elle a relevé sa jupe. Elle s'inclina légèrement. Je lui ai demandé si elle avait tout fait correctement. La servante était confuse et surprise. Elle regarda la fille avec tous ses yeux. J'ai admis que c'était incroyable. La brune a vite compris. La lumière des bougies dissipait l'obscurité de la fin de soirée. La brune était déjà au lit. Éphonie a admis que la fille avait fait de gros efforts aujourd'hui. Elle souhaitait que la déesse de la mer protège le sommeil de la dame. La porte grinça doucement. La femme de chambre quitta la pièce, laissant la jeune femme seule. De hautes colonnes soutenaient le plafond de la chambre luxueuse. Une lumière bleutée inondait les meubles sculptés. Le lit massif s'enfonçait dans la semi-obscurité de la pièce spacieuse. La brune était allongée dans son lit. Ses yeux étaient ouverts. C'était si calme autour d'Adélaïde. La fille ferma les yeux. Les moments terribles que j'avais vécus me sont revenus sous les yeux. Elle se souvenait des cris et du bruit qui étaient ses compagnons constants à Kimora. J'étais content qu'il ne soit pas arrivé jusqu'ici. Une seule larme coula au coin de l'œil d'Adélaïde. Il s'avère qu'il y avait un monde où tout était si bon et si calme. Il était possible de manger des aliments chauds et de dormir en silence. Pour certains, c'était banal. Dans son sommeil, la fille entendit une sorte de plouf. Quelqu'un l'a appelée par son nom. Les vagues s'écrasaient et scintillaient au clair de lune. On a conseillé à la brune de s'enfuir. Un cri dans son sommeil réveilla Adélaïde. Elle ouvrit grand les yeux de peur. Elle était à bout de souffle. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. La femme de chambre agitée se précipita dans la pièce en criant, s'adressant à la dame. La femme était sous le choc. Elle a crié qu'ils avaient des ennuis. Elle a dit que la fille devait se dépêcher. Une dame élégante portant un chapeau à large bord décoré de fleurs franchissait déjà les portes du domaine. Madame Flavia est arrivée à l'improviste au manoir pour une visite. Éphonie a paniqué. Il n'avait pas du tout de temps. Elle a tendu une robe en soie à la fille. Tout d'abord, il fallait enfiler quelque chose. La brune était perplexe. Elle frotta ses yeux endormis sous le choc. J'ai demandé ce qui s'était passé là-bas tôt le matin. La porte s'ouvrit avec un grand bruit. La servante se retourna brusquement au bruit. Adélaïde se figea, tirant l'ourlet de sa robe sur sa poitrine. Le bruit des talons se rapprochait. La tension montait. Les deux femmes se figèrent de peur. Une dame sévère et élégante entra dans la pièce avec un air mécontent. Une famille noble et ancienne qui a servi Bonaparte pendant plusieurs générations. Lorandin. Mais, sans aucun doute, Flavia Lordan était le nom le plus bruyant dans les cercles sociaux. Tout d'abord, elle était connue pour sa beauté et son élégance, ce qui la faisait ressembler à une œuvre d'art. Et deuxièmement, la brune sauta sur ses pieds et regarda la porte sous le choc. La servante se tenait à distance. Madame Flavia a commencé à crier depuis la porte à propos de l'impudence qui se produisait. La femme s'appuyait sur une canne. Elle demanda d'une voix forte quel genre de spectacle c'était. La jeune femme tenait sa robe. La fille ne comprenait pas ce qui se passait. Elle tressaillit au cri aigu. Flavia Loredan était connue pour sa nature têtue et sa sévérité excessive dans la formation des jeunes femmes. Adélaïde s'est excusée poliment. Elle inclina légèrement la tête. Elle a dit qu'elle s'était dépêchée du mieux qu'elle avait pu. La femme a demandé qui lui avait permis de parler. Elle regarda la fille avec dédain. Et ceci, elle doit bien lui apprendre quelque chose. Tellement stupide qu'elle ne connaissait même pas les bonnes manières. La brune resta silencieuse, baissant la tête. Une pensée anxieuse battait dans les yeux de la jeune femme. Que voulait-elle d'elle, cette femme? Elle-même m'a interdit de répondre. César est apparu soudain dans l'embrasure de la porte. Il s'appuya nonchalamment contre le cadre de la porte. Il a déclaré que si elle avait connu l'étiquette, il n'aurait pas invité madame. La brune sourit avec charme. Il avoua qu'il n'avait jamais pensé que madame Flavia oserait leur rendre visite si tôt. La professeure d'étiquette a enlevé son chapeau. Elle s'est rapprochée de monsieur César. Elle lui a demandé s'il lui permettrait de dire quelque chose. Le jeune homme dit qu'il saluerait d'abord sa chère madame. Il lui serra les épaules et l'embrassa sur la joue. La femme était gênée. « Je voulais arrêter le monsieur.
La brune lui a demandé si elle avait suffisamment dormi la nuit dernière. Madame répondit que bien sûr, mais... César ne la laissa pas finir. J'ai été ravie par cette nouvelle. La brune a admis qu'il serait heureux si la femme le rejoignait pour le petit déjeuner. Je doutais simplement que madame ait le temps. Bien sûr, le professeur a accepté avec joie. Elle a dit que si monsieur César lui-même l'invitait, elle serait libre à tout moment. Le jeune homme réfléchit. Je me suis dit, c'est comme ça. J'étais très heureux. C'était tout simplement merveilleux. Un léger sourire apparut sur le visage sévère de la dame. Il semble qu'elle ait compris quelque chose. La femme lui a attrapé la tête. Elle a noté que monsieur César était, en effet, incroyablement débrouillard. La brune aurait préféré qu'on l'appelle beau. Le jeune homme sourit. N'était-ce pas la raison pour laquelle les femmes lui donnèrent leur cœur? Son regard croisa celui d'Adélaïde. La jeune femme était tendue. Elle n'aimait pas tout ce qui se passait dans cette pièce. La fille regardait silencieusement ce qui se passait. César a incité la brune à se préparer pour prendre un bain. Ils viendront plus tard. Madame dit que le monsieur ne devait pas dire de telles choses avec autant de négligence. Que fera-t-il si elle entend et dit toutes sortes de bêtises? La brune a noté qu'il serait bien de connaître personnellement la position de celui-ci. César remarqua que l'expression de la jeune fille indiquait qu'elle ne trouverait certainement rien. Je me suis même sentie offensée. Madame s'est fâchée. Elle a crié de rage en voyant la fille oser lever les yeux. Le visage du professeur d'étiquette était déformé par la colère. Les sourcils de la femme se sont rapprochés. Madame Flavia fit quelques pas vers la brune. L'orphelin sans-abri se tenait devant le professeur d'étiquette, ressentant le poids du regard de quelqu'un d'autre. L'air entre eux résonnait de tension, comme une corde tendue. Soudain, madame fit un mouvement brusque de la main. Elle ouvrit l'ourlet de sa robe. Elle a exposé l'épaule de la jeune femme. Adélaïde haleta de peur. Flavia était stupéfaite. J'ai remarqué des marques disgracieuses sur la peau de la fille. J'ai demandé ce que c'était que ça. La brune tira la robe sur son épaule. Je me sentais très mal à l'aise. Elle a répondu que ce n'était rien de grave. Les ecchymoses devraient bientôt disparaître et il n'y aura plus aucune tache. Elle a déclaré que cela ne constituerait certainement pas un obstacle à leur plan. Monsieur César regarda la jeune fille avec attention, sans détourner le regard. Le professeur a crié que ce scélérat n'avait pas pu s'approcher d'eux. Après tout, il ne savait même pas où elle traînait. Non seulement elle aurait pu être battue par de pauvres ivrognes alors qu'elle vendait son corps, mais elle aurait également pu en garder des cicatrices. Même parmi les classes inférieures, elle est la dernière. Les gens comme elle étaient paresseux et n'avaient pas de cœur intérieur. La dame a crié. Même si une brune avait 100 ans, elle ne pourrait même pas ressembler à une aristocrate. La femme était sûre que les intentions de la brune de participer à leur plan étaient évidentes. Le clochard voulait juste élever son statut en utilisant son corps. La fille se souvenait de tous ses agresseurs. Monsieur Nino cria à Belle. Est-ce qu'il avait vraiment l'air pathétique, même aux yeux d'un garçon, à cause de l'argent qu'il avait perdu? Comment un client en colère l'a frappé et l'a traité de sale rat? Il lui reprochait de ne pas savoir faire le ménage correctement. Comment elle a reçu un coup de pied dans la jambe parce qu'elle n'a pas pu rembourser sa dette de la semaine précédente? De terribles souvenirs revinrent en mémoire et engloutirent complètement la jeune fille. La jeune fille serra fermement les bords de sa robe et demanda pardon à madame. Elle a admis qu'elle savait qu'il lui manquait beaucoup de choses, mais qu'elle essaierait. Madame Flavia s'enflamma. De quel genre d'effort pourrions-nous parler? Elle regarda son interlocuteur avec dédain. J'ai demandé comment la brune avait réussi à cacher ses véritables origines avec tant d'efforts. La jeune fille pensait-elle vraiment pouvoir tromper les yeux de ceux qui sont nés et ont grandi dans la haute société? Elle posa une question. Et d'où la brune tirait-elle toute cette arrogance, végétant au fond toute sa vie? Adèle ne leva pas les yeux vers son interlocuteur. Elle a admis avoir grandi sans parents et n'avoir pas reçu d'éducation. Je ne pouvais donc pas savoir si c'était possible. Cependant, elle a admis que son frère pensait qu'elle était capable de tromper tout le monde, puisqu'il l'avait amenée ici. Madame Flavia la fusilla du regard. Adèle regarda madame avec audace dans les yeux. Si la femme pensait que son frère avait tort dans son jugement, pourquoi n'en a-t-elle pas discuté personnellement avec lui? La jeune femme a déclaré qu'elle n'avait jamais étudié et qu'elle ne savait pas si ses propos avaient dépassé les bornes. Mais elle espérait que madame Flavia serait capable de lui pardonner. L'enseignante serrait sa canne dans sa main avec colère. Elle ne trouvait pas les mots pour répondre. Elle ne pouvait que marmonner quelque chose d'un air mécontent. César sourit en regardant la confrontation entre les deux femmes très différentes. Il a fait semblant de tousser. Madame Flavia rougit de colère. Il semblait que le professeur d'étiquette était sur le point d'entrer en colère. La femme se ressaisit. D'un seul mouvement, elle mit un chapeau à large bord sur sa tête. Elle se détourna de la brune.
Madame Flavia tremblait légèrement. Elle a dit qu'elle avait complètement oublié le rendez-vous prévu. Elle a informé M. César qu'il était temps pour elle de partir. Le professeur est passé devant la brune. Elle tenait son chapeau d'une main. La porte claqua derrière la dame en colère. Le jeune homme sourit. Il remarqua que sa petite sœur n'était pas en reste. Il était ravi de ce qui se passait. La brune remercia son interlocuteur avec retenue. Elle serrait toujours l'ourlet de sa robe contre sa poitrine. Elle espérait que l'homme n'avait pas vu ses bleus. César a noté que la fille n'avait pas un caractère aussi adaptatif. Oh, comme ce sera difficile pour Madame Flavia. Si la fille avait été plus petite, tout aurait pu se passer beaucoup plus facilement. Et même si vous ne le diriez pas immédiatement, Madame était une personne plutôt sensible. La brune rougit. Le monsieur essayait-il de dire qu'elle devrait faire semblant d'être pathétique? César rigola. Pourquoi est-ce faire semblant? Il pensait que la fille était déjà assez pathétique comme ça. Le jeune homme fit quelques pas vers Adèle. Il a noté qu'elle avait été pathétique toute sa vie. Était-il étrange que même maintenant ce fait n'ait pas changé? Il se tenait en face de la fille. Je me suis demandé s'il ne devrait pas appeler ce qui se passait une performance. Il a précisé qu'au moins, la jeune fille serait en mesure de déterminer quelle action serait un choix raisonnable sans conséquence. La brune se pencha vers le visage de la fille et demanda ce qu'Adélaïde pensait de cela. Le jeune homme sourit. Le reflet de la fille était visible dans sa pupille. La brune comprit qu'il s'agissait d'une provocation. Adèle s'inclina profondément. Elle a demandé pardon. J'ai réalisé que c'était une autre provocation ou moquerie, de voir encore une fois sa réaction. La brune a promis qu'elle ferait tout son possible pour être à la hauteur des attentes de son frère. Elle pensait qu'elle n'avait aucune intention de devenir le bouffon de la cour de quelqu'un. Monsieur César regarda attentivement la brune. Il se retourna brusquement et quitta la pièce. J'ai remarqué qu'ils cessaient tous rapidement d'être intéressants. La fille, perplexe, le regarda. Le lendemain, la brune marchait dans les couloirs du domaine en suivant Éphonie. Elle a demandé si madame était sérieuse à l'idée de revenir lui enseigner. La femme de chambre a rassuré la dame. Elle a demandé à la jeune femme de ne pas s'inquiéter. Elle s'est dépêchée de leur ouvrir la porte. Les portes grinçaient en s'ouvrant. La lumière des lustres en cristal remplissait la pièce. La brune se figea. À l'autre bout du luxueux hall, Madame Flavia l'attendait. Éphonie a soutenu la brune. Elle a dit que si le jeune maître décidait quelque chose, il devait l'exécuter sans faute. Madame Flavia croisa les bras sur sa poitrine. Dans sa main, elle tenait un stylo fin et long. La silhouette entière du professeur respirait le mécontentement. Des mots durs sont sortis de sa bouche. Elle a appelé la fille par son nom complet, comme si elle avait craché les mots. Adélaïde, Buonaparte. La femme a insisté sur le fait que Buonaparte n'était pas un nom que quelqu'un comme la brune pouvait porter. Elle agita son pointeur. Madame était contre l'idée que la clocharde sans-abri ait la grande étoile bleue accrochée à sa poitrine. Elle était sûre que la déesse de la mer serait en colère en apprenant cela. Le monsieur ordonna à la dame de transformer Adélaïde en dame. Mais la femme a décidé de donner une autre leçon à la brune. Ses yeux brillaient de malveillance. Elle m'a ordonné de m'agenouiller. Adèle a été surprise par ce qu'elle a entendu. Elle ne l'a pas imaginé? La fille regarda le professeur avec confusion. Madame Flavia a pointé la fille du doigt. Elle a crié? Était-elle en train de devenir sourde? Elle a dit « à genoux ». La brune se figea. Elle ne comprenait pas pourquoi la femme déversait toute sa colère sur elle. Était-ce vraiment seulement parce que la jeune femme n'était pas d'origine noble? Était-ce parce qu'elle était une cireuse de chaussures sales? La dame voulait-elle vraiment blesser la fille avec une telle relation? La brune souleva l'ourlet de sa robe. Elle s'assit lentement sur le sol. Dans ce cas, madame a choisi une méthode totalement inappropriée. Après tout, il ne pouvait y avoir d'honneur dans les genoux des cireurs de chaussures. Le professeur s'est figé. Elle s'approcha de la fille en claquant des talons. Louée. Elle souleva l'ourlet de sa robe et posa son pied chaussé de chaussures sur les genoux de la jeune fille. Madame Flavia appuya fortement sur le genou de la brune. Elle a dit qu'elle était une marchandise, et être vendue discrètement à la famille Delaval est son seul destin. La vieille femme continuait à appuyer sa chaussure sur le pied de la fille. J'ai remarqué que si la brune se lance soudainement dans quelque chose de plus grand, elle finira comme nourriture pour requins. Le professeur d'étiquette a continué à blesser la fille avec son talon. La brune baissa la tête. Ses paupières battaient. La femme a pointé le pointeur vers Adélaïde. Elle a dit que c'était sa place. J'ai demandé si la brune comprenait cela. Elle a répondu en accord. La femme se tenait debout sur ses deux pieds. Elle a ordonné à la fille de se lever. Elle a dit qu'il était temps pour eux de commencer la leçon. Il fallait d'abord établir une démarche. Madame faisait tournoyer le pointeur dans ses mains.
Éphonie marchait vers eux, portant une boîte dans ses mains. Le professeur a dit que pour corriger la démarche tortueuse d'Adélaïde, elle aurait besoin de chaussures. La brune regarda avec stupeur la paire de chaussures qui se trouvait dans la boîte. Désormais, elle devra porter uniquement cette paire, même quand il n'est pas dans ses cours. La fille toucha la surface des chaussures avec prudence et appréhension. Elle remarqua avec joie que c'étaient ses nouvelles chaussures. Avec un léger bruissement, elle sortit une paire de la boîte. Je l'ai posée par terre. J'ai essayé de mettre mon pied là-dedans. Un éclair lui transperça la tête. La jeune fille fut horrifiée par la réalisation de ce qui s'était passé. Elle se tourna vers madame. Elle voulait dire que les chaussures étaient trop petites pour elle. Il faisait une pression terrible. La femme sourit méchamment. Elle fit lever la jeune femme plus vite. Elle croisa les bras sur sa poitrine. Son visage exprimait la satisfaction. L'enseignante a forcé son élève à marcher. Elle a indiqué avec un pointeur l'endroit où la fille devait commencer. Puis elle fit un signe de la main vers le bout de l'immense salle et dit que la brune devrait aller jusqu'au bout. Flavia se délectait de son pouvoir sur l'orphelin. Elle a dit que la fille devrait continuer à marcher jusqu'à ce que madame lui permette de s'arrêter. Un cri long et prolongé rompit le silence de la salle. Les cheveux de la fille volaient dans les airs alors qu'elle commençait à tomber. La figurine fragile a fini sur le sol poli. Des mèches de cheveux étaient éparpillées sur la surface lisse du sol en marbre. Adélaïde tremblait d'indignation. Un lourd silence planait dans l'air. Soudain, les chaussures noires ont volé sur le côté. La fille s'exclama avec colère qu'elle ne pouvait plus le faire. Le professeur regarda sévèrement l'élève. Que s'est-elle permis de faire pendant la leçon sacrée? Il n'y avait absolument aucune envie d'étudier. Madame Flavia cria avec colère que la jeune fille ne méritait pas de porter le nom de Bonaparte. Je lui ai ordonné de sortir d'ici. La femme appréciait son pouvoir. Il y avait un soupçon de supériorité dans ses yeux mauvais. Alors elle allait crier et chasser ce sale bougre. Le son régulier des talons des chaussures battait un rythme régulier sur le sol en marbre. Les plis de sa robe bleue flottaient derrière la brune, tandis qu'elle continuait son chemin. Le professeur s'est figé en écoutant ce bruit de clic. Cela ne faisait pas partie de ses plans. Elle plissa les yeux avec colère face à son élève têtu. La brune a mis ses chaussures incroyablement petites. Ils lui ont serré les jambes sans pitié. Mais la jeune fille marchait dans tous les sens depuis plusieurs heures sans s'arrêter. Adélaïde demanda humblement à madame si elle devait faire un autre tour. La fille se concentra en attendant la réponse du professeur. Madame Flavia était furieuse. Elle en avait assez. En raison de ses origines modestes, la brune accomplissait obstinément même toutes les choses stupides. La femme était irritée. Elle se retourna brusquement et demanda à madame Éphonie de sortir un instant. La servante s'inclina. Elle a demandé pardon. Le jeune maître lui ordonna de ne pas quitter la dame. Madame a dit qu'elle rapporterait personnellement cela à César. L'enseignante a promis qu'elle ne donnerait pas de fessée à la fille. J'ai juré par le nom de Loredan. Éphonie réfléchit silencieusement pendant un moment. Elle a répondu qu'elle comprenait tout. Et bientôt la porte se referma derrière elle. Deux silhouettes se tenaient figées dans une salle luxueuse. Madame Flavia, droite comme un fil, dégageait une froide supériorité. La brune pouvait à peine contenir son tremblement intérieur. Le professeur s'est tourné vers la cireuse de chaussures. Elle jeta un regard de côté à son interlocuteur. Madame Flavia a admis qu'elle avait décidé de le lui dire directement. Elle a recommandé à la jeune fille de quitter le manoir. Adèle a rappelé que ce n'était pas l'intention du monsieur qui l'avait amenée ici. La dame s'est enflammée. J'ai remarqué qu'elle parlait à la fille en ce moment. Comparée au Bonaparte, la famille Delaville n'est pas un mariage aussi chic. Et pourtant, ils étaient certainement supérieurs à une personne aussi paresseuse et stupide qu'elle considérait comme la fille. Si la brune comprenait sa situation, alors qu'elle parte. Madame a garanti sa sécurité. Elle a promis de prendre en charge le paiement de consolation. La fille y a réfléchi. Elle demanda si cela signifiait que madame souhaitait que son frère épouse Lucrezia. Le professeur haussa un sourcil. Il y avait de la surprise dans ses yeux. Des sourcils fins se dessinaient vers l'arête de son nez. La brune continua. Elle pensait que madame était venue ici avec l'intention d'accomplir la volonté de son frère. Cependant, la jeune fille a remarqué que tout n'était pas du tout comme ça. Elle tourna les talons et s'excusa auprès de madame. Elle a déclaré qu'elle était obligée d'informer son frère de ce fait. La peur et la panique apparurent dans les yeux de la femme. Madame cria que telle était la volonté de la maîtresse. Elle le voulait. L'accord entre Delaval et Bonaparte est une histoire extrêmement ancienne et désormais démodée. Mais sans ce contrat, Monsieur César se serait-il marié? C'est un homme qui est l'objet de l'attention d'innombrables femmes. Cependant, il n'arrive toujours pas à se calmer et continue à se comporter comme un petit enfant.
Que se passera-t-il si une lignée aussi noble est interrompue? La dame a déclaré qu'une telle chose ne pouvait tout simplement pas être autorisée. La femme espérait que maintenant la brune se rendait compte qu'elle s'impliquait dans une bataille de titans. Adèle baissa la tête. « J'ai remercié madame pour l'avertissement. Cependant, elle n'a toujours pas pu exécuter son ordre. » La brune baissa ses yeux ambrés, évitant le regard perçant de madame Flavia. Le visage de la femme se tordit de rage. Des sourcils fins se rapprochaient sur l'arête de son nez, et des dents serrées trahissaient une colère à peine contenue. Elle a qualifié la brune de créature égoïste. Le clochard allait-il vraiment marchander et mendier beaucoup d'argent? La fille a admis que ce n'était pas vrai. Les deux silhouettes, figées dans la confrontation, semblaient minuscules sous le plafond voûté. L'air résonnait de mots non prononcés et contenait à peine des émotions. La brune se souvenait de la variété des desserts, croissants et gâteaux. Elle a admis qu'elle aimait vraiment la nourriture ici. Le visage de madame Flavia se figea comme un masque de porcelaine. Ses yeux regardèrent la jeune femme avec étonnement. La jeune fille admit que, comme l'avait dit madame, l'argent et l'avenir étaient pour elle un luxe. Pour ceux qui luttaient pour survivre chaque jour, les promesses d'avenir n'étaient qu'un mirage. La brune tendit la main vers l'avant. Elle a expliqué que c'était quelque chose que la fille ne pouvait pas manger pour le moment. La dame s'est enflammée. Elle a crié que la fille était également fière d'avoir caché son esprit quelque part au loin à cause de la faim. N'était-ce pas les habitudes d'un animal? Adèle n'a pas discuté. Elle était d'accord avec son interlocuteur. Elle a dit qu'elle avait raison. La fille n'avait pas d'autre choix que de vivre de cette façon. La brune ne pouvait pas dormir à cause de la faim. Et il y avait des moments où elle restait assise pendant un mois entier avec seulement du pain d'orge. La jeune fille a admis qu'elle vivait dans l'incertitude. Elle s'inquiétait seulement de savoir si elle serait capable de manger. Elle ne pouvait donc répondre qu'une chose à madame. La fille fit une révérence et dit qu'elle demandait pardon. Bien que ce soit l'ordre de madame Flavia, la jeune fille n'avait aucune intention de quitter le manoir du bois de Boisparte. La fille quitta la salle en claquant des talons. Le professeur est resté seul. La femme était perplexe. C'était une sacrée chose. J'ai remarqué que les mouvements de la brune étaient un peu maladroits. Mais malgré tout, elle rayonnait simplement de tendresse et d'élégance. Mais elle portait ses chaussures. La femme comprit que quelque chose comme ça était absolument impossible. Alors pourquoi? Madame chancela. Elle a attrapé sa tête. Flavia Loredan ne comprenait pas pourquoi diable son imagination continuait à les imaginer ensemble. Madame Flavia se tenait la tête, plongée dans un tourbillon de pensées. Ses doigts agrippaient ses cheveux. Des fragments de pensées et de souvenirs me traversèrent l'esprit. La femme devait trouver un autre moyen le plus rapidement possible. Une semaine de cours avec madame Flavia s'est écoulée. La brune n'a même pas eu le temps de se rendre compte qu'un jour en remplaçait un autre. Elle marchait pensivement le long du chemin en compagnie d'Éphonie. Adèle était consciente de la vitesse à laquelle le temps passait. Discours, étiquette, bavardage. Règles de communication avec les dames nobles de statut supérieur. S'exerçant à refuser poliment les avances des messieurs, une douce lumière enveloppait la silhouette de la jeune fille. Les longs cheveux d'Adélaïde flottaient doucement dans le vent. La partie la plus terrible et la plus douloureuse était d'affiner la démarche. Ses jambes étaient dans un état terrible. Elle souffrait constamment. Madame Éphonie a demandé à la dame si ses jambes allaient bien. La fille marmonna qu'elle allait bien. La servante regarda attentivement la dame. Elle constata qu'en effet madame Flavia l'était certainement. Et elle-même vit que la démarche de son élève était déjà parfaite. De plus, la vitesse d'apprentissage de la brune était tout simplement stupéfiante. Tout en pratiquant une posture parfaite, la fille a essayé de tenir un livre sur sa tête. Lorsqu'elle apprenait les subtilités de la manipulation des fans, il lui suffisait d'expliquer quelque chose une seule fois. Et elle a absorbé toutes les informations comme une éponge. Bien sûr, la pratique était toujours nécessaire. Cependant, même maintenant, personne n'aurait pensé que la brune appartenait à la classe inférieure. La fille cacha son visage surpris sous un parasol blanc comme neige. Elle marmonna « C'est donc comme ça que ça s'est passé. » Les deux femmes restèrent figées sur le chemin, observant le groupe animé de filles près du belvédère sculpté. Le vent emportait des bribes de leurs voix excitées. Adélaïde a demandé qui étaient ces filles. Elle ne se souvenait pas de les avoir vues auparavant. La femme de chambre a dit qu'ils étaient membres de la délégation d'Orkénine. La brune a demandé pourquoi ils étaient dans le manoir. Éphonie remarqua que la dame était tellement occupée par ses études que même la nouvelle ne lui parvenait pas. Il y a quelques jours, le deuxième prince est monté sur le trône. Le manteau écarlate du souverain flottait sur les marches de marbre. La couronne dorée scintillait sous les rayons de lumière. L'opportunité de monter sur le trône s'est présentée grâce au soutien du jeune maître César. Comme le prince n'avait aucun partisan au palais,
Cela lui demandait beaucoup d'efforts. Mais finalement, tout s'est bien passé. En remerciement de son aide, l'empereur Orkénina récompensa généreusement le jeune maître. C'était donc extrêmement animé ici aujourd'hui. La brune y réfléchit. Influencer la succession au trône dans un pays voisin. La sphère d'influence de son frère était bien plus large qu'elle ne le pensait. La femme de chambre a confirmé. Soudain, le groupe de filles s'est réveillé. Tout le monde s'est tourné dans une direction. Les invités ont remarqué le duc. La brune s'approcha et le salua poliment. Les amis ont tous commencé à parler ensemble. Ils le cherchaient. Nous sommes heureux qu'il soit là. Madame Ephonie remarqua que le jeune homme était là aussi. La fille regardait attentivement. Elle ne quittait pas ses yeux ambrés de ce qui se passait. Le seigneur César était le favori du destin et des dieux. L'homme à femme de la famille Buonaparte. Le jeune homme était entouré de dames vêtues de couleurs vives. C'était un homme qui était la bénédiction de la déesse de la mer. C'était lui en l'honneur de qui de telles louanges étaient chantées. Mais pour une raison inconnue, Adélaïde ne voyait aucun intérêt pour lui. Il lui semblait plutôt vide. La brune pensa que c'était difficilement possible. Madame Ephonie a pensé qu'il valait mieux qu'ils partent avant d'être remarqués. Adélaïde était d'accord avec sa femme de chambre. Les femmes se retournèrent et se dirigèrent dans l'autre direction. Les grands arbres projettent des ombres étranges. 2 silhouettes s'éloignèrent lentement dans les profondeurs du parc. César les observait attentivement. Bientôt les silhouettes disparurent de sa vue. Seuls les rayons du soleil perçaient les couronnes luxuriantes des arbres verts. L'un des invités a demandé si le duc avait remarqué quelque chose d'intéressant. Elle regarda dans la même direction qui attirait l'attention de César. Le jeune homme marmonna avec mécontentement qu'il pensait qu'il y avait une sirène là. La blonde renifla incrédule. Elle regarda par derrière César et scruta le lointain. Soudain, la main d'un homme lui couvrit les yeux. La brune dit avec un sourire qu'il y en avait un ici aussi. La fille était gênée. Elle a traité le jeune homme de farceur. César lui a demandé si ça ne lui plaisait pas. La brune se pencha vers la petite oreille de son interlocuteur. Il lui a demandé à voix basse si elle viendrait le voir aujourd'hui. Il a promis qu'il attendrait. La fille ferma les yeux et répondit à M. Césaro. Si l'homme promet de penser à eux de manière plus sérieuse, alors elle lui rendra visite aujourd'hui. La brune sourit. À en juger par la conversation, il était temps pour la blonde de démissionner. Et pourquoi tout le monde a-t-il essayé de donner un sens à une aventure d'un soir? J'ai touché les cheveux de la blonde. Il pensait que ses cheveux dorés lui avaient semblé assez séduisants auparavant. Le jeune homme réalisa que ce sentiment avait désormais disparu. Une vision des cheveux noirs de jet d'Adélaïde sous un élégant parasol apparut devant ses yeux. Monsieur César sourit à la blonde. Il a dit que c'était plutôt mignon et effronté. La jeune fille regarda son interlocuteur avec perplexité. La jeune femme a montré qu'elle était offensée et a fait la moue. Le jeune homme se détourna de son interlocuteur. Soudain, la blonde changea d'avis. Elle a dit qu'elle avait accepté de venir le voir. Des larmes apparurent dans ses yeux. César répondit qu'il serait préférable pour elle de rentrer chez elle. La dame renvoyée sanglotait parmi ses amis. Ce sanglots parvinrent aux oreilles du jeune homme. C'était juste de l'ennui pur. César alluma une allumette et l'approcha du cigare. La flamme engloutit instantanément sa pointe. La brune exhala la fumée aromatique avec plaisir. Il a continué à marcher le long du chemin. Monsieur Bonaparte s'arrêta au milieu d'un parc fleuri. Il se sentait étrange. Après tout, il a bien vu qu'elle allait dans cette direction. Soudain, un cri parvint à ses oreilles. Une voix féminine a demandé à quelqu'un de la laisser partir. César frissonna et regarda dans la direction d'où venaient les cris. À la fontaine, il vit une image disgracieuse. Le brun se figea, sentant la rage bouillir en lui. Sous ses yeux, un homme serrait la main d'Adélaïde. Les yeux ambrés de la brune brillaient de colère. Le visage était déformé par la rage. La main se serra en poing. Chaque mouvement respirait la résistance et la détermination. Revenons un peu en arrière. La jeune dame, accompagnée de sa servante, marchait lentement à travers le parc du domaine. La jeune fille pouvait à peine marcher dans les allées ombragées de l'immense parc, traînant ses pieds blessés. Soudain, la brune trébucha sur une petite pierre qui se trouvait sur son chemin avec le bout de sa chaussure. Une douleur aiguë transperça soudain tout le corps. Les yeux de la fille s'écarquillèrent de surprise. Le parapluie léger lui tomba des mains et vola sur le côté. Adélaïde tomba à genoux. Un cri de douleur étouffé s'échappa de ses lèvres. Les cheveux de la brune se soulevèrent et s'étalèrent sur ses épaules. La femme de chambre s'inquiétait de l'état de la dame. Ephonie courut vers la fille. Elle a crié que cela ne marcherait pas. Elle a demandé la permission de vérifier l'état de ses jambes maintenant. Une chaussure a fini entre les mains de la femme de chambre. Elle a glissé du pied de la brune en tombant. L'état des jambes de la fille était déplorable. Les pieds nus étaient couverts d'ecchymoses et de contusions.
Il y avait des callosités partout. La servante fut choquée par ce qu'elle vit. Elle se figea d'horreur. Une goutte de sueur coulait sur sa tempe. La femme a crié à la dame que c'était trop. Elle a dit qu'elle ne pourrait plus marcher avec ses chaussures. Adélaïde est restée assise par terre. Des larmes coulaient sur le visage de la brune. Elle a demandé si la femme de ménage avait des analgésiques. Adélaïde espérait qu'avec les médicaments, elle pourrait supporter la situation. Éphonie s'assit à côté de la jeune femme. La femme a continué à tenir une des chaussures dans ses mains. La servante réfléchit. Elle serra les dents. « J'ai décidé de terminer la leçon d'aujourd'hui ici. » Elle se leva résolument. Adélaïde continuait de s'asseoir sur le sol, appuyée contre le bord de la fontaine. Éphonie a décidé de se déplacer en fauteuil roulant. La fille a besoin de se rafraîchir les pieds dans l'eau pour l'instant. Elle regarda son reflet. La servante a promis de revenir bientôt. La brune était assise au bord de la fontaine. Elle a laissé tomber ses jambes blessées dans l'eau. Je me suis sentie soulagée. La douleur semblait s'atténuer grâce à l'eau fraîche. L'eau éclaboussa doucement les membres de la fille. Même si ce n'était pas facile pour elle, comparé à la vie de Kimura, ce n'était rien. La jeune fille fut tirée de ses tristes pensées par un rire bruyant. Derrière elle, quelqu'un riait de façon incontrôlable. La brune se tendit. « J'ai entendu des voix d'hommes. Nous avons discuté de César et sa future fête. » Les interlocuteurs estimaient que même pour Bonaparte, une telle révélation était de trop. Du coin de l'œil, Adélaïde remarqua qu'il s'agissait de nobles. La fille est devenue méfiante. Elle réalisa que les hommes marchèrent vers elle. L'idée lui est venue qu'elle devait se cacher. La brune releva l'ourlet de sa longue robe et se leva sur le côté. La fille a décidé de faire le tour de la fontaine. Les nobles discutaient du fait que Lucrèce n'était pas visible parmi les dames aujourd'hui. L'un des hommes pensait qu'elle deviendrait la partenaire de César. Le deuxième a partagé la nouvelle. Monsieur de Laval lui a dit de rester calme. Cette nouvelle a suscité de l'intérêt. On ne savait pas s'ils avaient déjà tout décidé. Adélaïde fit le tour de la fontaine et se cacha derrière une colonne. Les jeunes s'approchaient. Elle entendait leur voix à travers le bruit de l'eau qui tombait. Des ruisseaux d'eau cristalline se dispersaient autour de la silhouette fragile. Des myriades d'éclaboussures scintillaient comme une dispersion de pierres précieuses, enveloppant la jeune fille d'un voile brillant. Pendant un certain temps, la brune n'entendit rien. Sont-ils vraiment partis? Adélaïde a décidé de regarder derrière les jets de la fontaine et de voir si elle était en sécurité. Soudain, un jeune homme est apparu derrière elle. La fille frissonna de peur. Elle s'est tendue. Un sourire désagréable apparut sur le visage de l'homme. L'étranger a demandé qui était là. Il saisit soudain la main de la fille avec la sienne. Tiré vers lui-même. Il a essayé d'attirer l'attention de ses amis. Il leur a crié de regarder dans sa direction. Il y avait une fille cachée dans la fontaine. L'homme tenait fermement la main d'Adélaïde et la tirait vers lui. Les jambes blessées de la fille la laissent tomber à nouveau. Elle a glissé dans l'eau et est tombée en poussant un grand cri. Un jet de cristal a été projeté dans les airs. Un puissant jet d'eau aspergea l'étranger. La jeune fille, perdant l'équilibre, plongea dans les eaux fraîches de la fontaine. Un ami blond a fait une remarque à Henri. Il pensait qu'il allait trop loin. L'homme a trouvé des excuses. Il a dit qu'il n'avait rien fait. Elle est tombée elle-même. La brune, toussant, commença à sortir de l'eau. La fille était toute mouillée. C'était difficile de respirer. Des jets d'eau coulèrent sur son visage et ses cheveux. Les hommes se figèrent de surprise. Un sourire obscène apparut sur le visage d'Henri. Il semblait qu'il n'avait pas trouvé de fille, mais qu'il avait attrapé une petite sirène. J'ai demandé qui elle était. À en juger par les chaussures manquantes, elle ne ressemblait ni à une noble ni à une dame. L'homme se pencha plus près de la fille. Il a dit que ses vêtements étaient trop beaux pour une servante. La brune ne savait pas quoi répondre. Henri fronça les sourcils. Il n'aimait pas que la fille soit silencieuse. Il a dit qu'il était possible d'y parvenir de cette façon. Il saisit à nouveau la main de la fille. Il pensait que la fille était silencieuse parce que c'était exactement ce dont elle rêvait. J'ai essayé de sortir la brune de la fontaine. Un ami a demandé à Henri d'arrêter. Il leur rappela qu'ils étaient allés au domaine de Bonaparte. L'homme se tendit après ces paroles du blond. Henri a commencé à crier. Et alors? Était-il censé penser à Bonaparte même lorsqu'il touchait une servante? Il a demandé si peut-être ce Bonaparte n'était pas déjà devenu roi. Ses amis ont essayé de le calmer. Ils ont remarqué qu'il était trop agité. La brune nous rappelait elle-même. Elle a dit que si l'homme tirait encore plus fort, il était fort possible que sa main se détache tout simplement. Les hommes se figèrent. Ils regardèrent la fille avec surprise. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. L'étranger parlait comme un aristocrate. Adélaïde a essayé de retirer sa main de la forte emprise de l'homme. Elle a ordonné de le laisser partir.
Elle l'a prévenu que sinon il pourrait le regretter. Des gouttes d'eau coulaient sur les longs cheveux et le corps de la fille. Le tissu mouillé de la robe ne cachait pas les charmes de sa silhouette, soulignant ses lignes gracieuses et séduisantes. Les trois amis se figèrent, regardant cette image avec joie et désir. Quelqu'un expira nerveusement. Les yeux des nobles brillaient d'un feu avide. Maintenant, c'est quelque chose. Je me demandais qui elle était. Henri a suggéré que c'était peut-être la gouvernante. On a suggéré qu'avec des mains aussi rugueuses, elle ressemblait davantage à une prostituée qui s'était secrètement glissée là-dedans. Ils ont décidé que la fille devait être venue pour travailler. Ils ont ri de façon obscène. Ils ont pensé qu'il y avait beaucoup de clients ici. Les hommes se penchèrent sur Adélaïde. Ils riaient méchamment. La brune commença à nouveau à se libérer de la forte emprise de l'homme. Elle lui a demandé de la laisser partir. La fille manquait de force, mais elle était déterminée. Henri était impoli. Il n'avait aucune intention de laisser partir le captif. Il lui a dit qu'elle ne pourrait de toute façon pas avoir de contact humain avec ce salaud de César. Le noble ne savait plus à quoi s'attendait la jeune fille lorsqu'elle entra dans le manoir. Il lui a gentiment demandé d'écarter les jambes en silence, mais il n'a pas eu le temps de terminer sa phrase. Des pas rapides et confiants se firent entendre quelque part. Le duc César Bonaparte s'approcha d'eux. Les visages des hommes se figèrent de tension, et leurs regards se posèrent l'un sur l'autre lorsqu'ils réalisèrent que leurs actions avaient attiré l'attention du propriétaire du domaine. Trois hommes se tenaient avec prudence près de la majestueuse fontaine. La conversation est terminée. Seul le clapotis mesuré de l'eau rompait le silence qui régnait. La brune resta immobile, observant le trio de nobles malheureux. J'ai entendu des cris. Les hommes remarquèrent et saluèrent M. César. Le jeune homme feignit la surprise. J'ai demandé s'il y en avait comme ça ici. J'ai entendu parler de ce salaud de César. Mais je ne me souvenais pas de M. César et j'ai demandé à Henry Fetch si c'était le cas. L'homme semblait être devenu sourd. Il serra les dents. Il regarda attentivement son interlocuteur. La brune s'approcha lentement du trio de nobles. Il a dit que le chef du clan Fetch pourrait probablement apprécier cette histoire. À son âge, il devait se précipiter à la sueur de son front pour se rendre au domaine de Bonaparte et revenir, pour essayer d'emprunter quelques pièces. César s'approcha de la fontaine. Le jeune homme plissa les yeux. Il a ajouté que le chef de famille avait même amené Madame Fetch avec lui, espérant faire appel à sa clémence. Les pupilles d'Henry Fetch se rétrécirent jusqu'à devenir un petit point après les paroles de la brune. Indigné par ces eux qu'il entendit, il protesta bruyamment. L'homme se précipita vers le duc. « Je l'ai traité de fils de pute. » Ses amis ont essayé de le retenir. Ils ont demandé à Henri de se calmer. L'un des trois malchanceux a demandé à M. César de s'arrêter également. Il a rapporté que la brune avait franchi toutes les limites. La main du duc tomba sur l'épaule d'Henri. La brune a fait remarquer que traiter sa jeune sœur comme une prostituée était dépasser les bornes. M. César serrait fermement l'épaule de l'agresseur de sa sœur. Il était plus grand que son interlocuteur. Il regarda le noble de haut. Le cerveau d'Henri a explosé à la nouvelle. Cette femme pourrait-elle vraiment être la sœur cadette de César? L'homme sentait encore la main lourde du duc serrer son épaule. Tous les trois se figèrent de surprise et d'inattendu. Le blond a crié. « On m'a demandé d'attendre. Quelle autre sœur? » Qu'est-ce que cela signifiait? La brune, regardant la fille assise dans l'eau, dit avec assurance que c'était sa sœur. Son nom est Adélaïde. Avec un grand plouf, l'homme franchit le bord de la fontaine. Il a soulevé un jet d'eau. Il marchait avec assurance sur l'eau. Il ôta résolument son gilet. Il en couvrit les épaules de la fille. Adélaïde avait presque jusqu'à la taille dans l'eau froide de la fontaine. En regardant attentivement la brune, Césarée demanda comment cela avait pu arriver. La fille regarda son frère avec peur. Ses yeux ambrés étaient captivants. Une seule goutte glissa sur la joue de la brune, laissant derrière elle une traînée brillante. Le trio d'attaquants malchanceux se figea de stupeur. Leurs visages étaient déformés par un mélange de surprise et d'alarme. Chaque regard révélait une tension intérieure. Adélaïde regarda la brune. « J'ai demandé à mon frère pourquoi il était là. » Les jeunes ont continué à s'asseoir dans l'eau. Henri, qui regardait cela, devint furieux. Il leur a crié de ne pas mentir, jusqu'à ce que chaque petit poisson dans la mer sache que le duc n'avait pas de sœur. César fronça les sourcils. Sans tourner la tête, il dit qu'effectivement, cela n'était jamais arrivé auparavant. Mais maintenant, c'est apparu. Apparemment, ses parents, comme auparavant, avaient une merveilleuse harmonie conjugale. Mais doit-il se lancer dans une explication? Henri grimaça. Je suis devenu tendu. Serrant les poings, il cria que de toute façon, ce n'était pas leur faute. Qui pourrait reconnaître une dame en elle? En regardant cette vue,
Les amis hochèrent la tête, soutenant l'impudent. Ils ont dit qu'elle était assise ici, pieds nus et couverte de blessures. César regarda la fille. La brune essayait de cacher ses jambes blessées à son regard. La fille a commencé à s'excuser. Elle a admis qu'elle ne voulait pas déshonorer le nom de Bonaparte et s'est exercée sans relâche. Elle a expliqué que c'est pour cela que ses jambes étaient si gravement endommagées. Elle a dit qu'elle avait envoyé Éphonie chercher de l'aide parce qu'elle avait du mal à marcher. La jeune fille ne pensait même pas qu'une situation aussi dégoûtante pouvait se produire sur le territoire de Bonaparte. Chacun des 3 hommes tressaillit à ces paroles. Des bras forts s'enroulèrent autour de la brune. Et le duc prit la jeune fille dans ses bras. Il lui a demandé de ne pas en faire trop. Et de quelle honte s'agissait-il? Il m'a supplié de ne pas me tourmenter à ce point pour quelque chose comme ça. Adélaïde craignait de devenir la risée des cercles sociaux. Cela aurait pu nuire à la famille. César toucha le front de la jeune fille avec ses lèvres. Il a déclaré qu'il ne devrait pas y avoir de telles conversations entre les membres d'une famille. La fille était stupéfaite par ce comportement. A-t-il vraiment dit quelque chose à propos de la famille? De toute sa vie, la brune n'avait jamais rien entendu de tel, même en guise de blague. Est-ce que tous les aristocrates se comportaient ainsi avec leurs proches? J'ai pensé à la façon dont la fille d'une famille noble réagirait à une relation chaleureuse après avoir vécu du stress. Elle tendit la main vers le visage de l'homme. Sa main tremblait de tension. La jeune fille embrassa tendrement le duc sur la joue. « J'ai remercié mon frère. » César rit joyeusement. Il tenait facilement la fille dans ses bras. Il a dit qu'il n'était même pas nécessaire de le remercier. Les nobles observaient ce qui se passait. Ils étaient surpris qu'elle soit vraiment sa sœur. L'un d'eux a même remarqué qu'ils se ressemblaient. La brune sourit. Il leur a demandé s'ils voulaient s'amuser avec sa petite sœur. Les 3 hommes se figèrent de peur. Ils se sont justifiés en disant qu'ils plaisantaient. 2 amis ont déclaré avoir essayé d'arrêter Henri. Ils ne savaient cependant pas qu'elle était la sœur cadette de César. La brune a demandé si cela signifiait que si elle n'était pas sa sœur cadette, il considérerait une telle relation comme tout à fait acceptable. Les amis ne le pensaient pas. Le duc rassura les nobles. Il leur a dit de ne pas trop s'inquiéter. Un soupir de soulagement s'échappa de tout le monde. La brune allait-elle vraiment leur pardonner? César sourit. Il a déclaré qu'il aurait lui aussi pu torturer accidentellement quelqu'un sans savoir qu'il s'agissait d'un membre de sa famille. Et j'espérais leur pardon. Le duc marchait dans les allées du parc. Les rayons brillants du soleil traversaient les couronnes denses des arbres. La brune portait Adélaïde dans ses bras. Ce pas pouvait être entendu dans le silence. Les jeunes restèrent silencieux. La proximité du duc excitait la brune. La fille détourna le regard du visage de César. Elle serrait nerveusement le tissu de sa redingote, qui était jeté sur ses épaules. Elle n'aimait pas son attention particulière. La brune remarqua la nervosité de la fille. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas chez elle. Je lui ai demandé si elle se sentait mal à l'aise. César a demandé d'être patient un peu. J'ai remarqué qu'ils étaient presque là. Il marchait avec assurance vers son domaine, portant soigneusement la jeune fille. Les silhouettes de 2 filles apparurent soudain parmi les arbres. Les amis regardaient en silence de loin le duc porter une fille inconnue dans ses bras. En entrant dans la pièce, le monsieur remit Adélaïde debout. Il tenait la fille pour qu'elle ne perde pas l'équilibre. Soudain, tout a changé. Ses yeux brillèrent de colère. Il lança un regard noir à la fille avec mécontentement et s'exclama pourquoi il devait faire cette fichue chose. Il y avait un grand silence dans la pièce déserte. La brune ne comprenait pas ce que voulait dire le jeune homme. Elle s'est excusée. Se détournant de son interlocuteur, elle dit qu'elle allait descendre maintenant. Elle commença à abaisser lentement ses jambes blessées jusqu'au sol. Une douleur terrible transperça tout son corps dès que la jeune fille toucha le sol en marbre avec ses pieds. Elle a crié fort. Les jambes de la fille ont fléchi. La brune s'est immédiatement envolée vers le sol. La camisole tomba sur elle comme un oiseau noir. Adélaïde a heurté le sol avec force. La brune la regarda tomber avec indifférence. Il s'est même moqué d'elle. Il a dit que c'était juste un désastre. Dominant la jeune fille, le duc demanda où Éphonie était allée. La brune a admis qu'elle ne pouvait pas marcher et la femme de ménage est allée chercher un fauteuil roulant. César a dit que ce n'était pas ce sur quoi ils s'étaient mis d'accord. Le duc ne se souvenait pas d'avoir embauché un infirme qui n'était même pas capable de marcher normalement. La fille souffrait. Elle ne pouvait pas se lever. Je me suis excusée auprès du duc. Elle a admis qu'elle ne pensait pas rencontrer quelqu'un. La brune grimaça tandis qu'une douleur aiguë la traversait. Les pupilles des yeux ambrés se dilatèrent. Le pied d'un homme dans une chaussure appuyait fortement sur la jambe blessée de la jeune fille. Il l'a appelée par son nom. Je lui ai demandé quel genre de fantasme elle avait. Est-ce qu'elle aimait vraiment s'amuser avec un groupe d'hommes?
Il lui a demandé si c'était une habitude qu'elle avait prise dans les bidonvilles. S'il y avait quelque chose, alors n'importe qui pourrait s'en sortir. L'homme a continué à appuyer sur la jambe blessée. La fille était allongée sur le sol devant lui comme une poupée cassée. La pression a augmenté. Césaro se demandait s'il n'y avait pas eu d'autres circonstances pour lesquelles toute cette obscénité avait eu lieu dans le jardin de Buonaparte. Monsieur Buonaparte dominait de toute sa hauteur la malheureuse jeune fille allongée sur le sol devant lui. Il a continué à la blesser volontairement. La jeune fille tremblait à cause de la douleur que César lui causait. Elle était submergée par encore plus de ressentiment. Elle demanda à nouveau avec surprise « La brune essayait-elle vraiment de dire que c'était elle qui avait séduit ces hommes ?» César répondit avec colère qu'elle savait mieux que ça. La brune essaya de se retourner et de regarder le duc dans les yeux. Elle a dit que ce n'était pas comme ça. L'interlocuteur n'y croyait pas. Je lui ai demandé à nouveau si elle était sûre de ses paroles. La fille a confirmé. Le jeune homme expira brusquement. Il s'est même plié en deux. Il a ri fort. Son rire résonna sur les murs de la pièce. La brune regarda son interlocuteur avec perplexité. Après avoir ri, le jeune homme remarqua que Madame Flavia avait été plutôt dure. L'homme continuait d'appuyer sa botte sur le pied nu et blessé de la jeune fille allongée sur le sol. J'ai demandé si la brune était vraiment incapable de faire une seule chose correctement. Par exemple, se lancer dans des batailles verbales et perdre honteusement. Ou atteignez votre objectif par la complaisance et le flirt. J'ai remarqué qu'elle avait tellement d'options dans son arsenal. La fille gémit de douleur et serra les poings. César remarqua qu'elle était particulièrement douée pour mettre de côté son orgueil et plaider. « Pourquoi n'as-tu pas utilisé tes compétences et laissé cela se produire ?» La fille s'est couverte la bouche avec sa main pour éviter de crier de douleur. J'ai pris une grande inspiration d'air dans mes poumons. Elle a dit qu'elle avait tort. Tout cela est arrivé à cause de son insouciance. La brune s'éloigna de la fille. Il a mis ses mains dans ses poches. Il a dit qu'il était content que la fille le sache. Il m'a conseillé de soigner les blessures pour qu'il ne reste plus de défauts. Il a poussé la jambe ensanglantée avec le bout de sa botte. Il y avait une marque laissée par la semelle de sa chaussure. La porte de la pièce s'ouvrit soudainement. La servante a crié quand elle a vu le jeune maître. La femme courut vers le duc. « Je voulais vous parler de la dame. » Le duc l'interrompit. Si elle voulait s'expliquer, elle pourrait le faire plus tard. Le jeune homme, en partant, a déclaré que les cours seraient annulés pendant 3 jours et a quitté les lieux. La porte s'est fermée avec un grand bruit. Éphonie se tenait immobile au pied de la malheureuse jeune fille. Elle est restée allongée sur le sol, serrant les poings de ressentiment et de rage. La fumée aromatique du cigare flottait dans l'air du bureau de Césarée. Le jeune homme était assis à son bureau. Je triais des papiers. La brune secoua soigneusement les cendres. Je parcourais le dossier. Le deuxième fils n'a pas le droit d'hériter de la famille. Juste des déchets, incapable d'être une unité séparée. J'ai été surpris que ce bon à rien fasse toutes sortes d'obscénités dans le jardin de Bonaparte. Le duc examina attentivement les documents. Nous avons complètement perdu toute peur. Le jeune homme repoussa sa chaise avec un bruit fort. Je me suis levé de table. Il comprit qu'il devait mener cette affaire jusqu'au bout. La porte du balcon spacieux s'ouvrit en grinçant. Une légère brise agitait les rideaux. La brune comprit que le plan avait déjà mal tourné. L'identité d'Adélaïde a été révélée. Cela signifiait qu'il n'était plus possible de choisir une autre candidate pour le rôle de sa sœur. Il est désormais obligé de transformer la cireuse de chaussures en Bonaparte à tout prix. Le jeune homme réfléchit. Je me suis souvenu de la scène du matin. Je pensais que c'était vraiment provocateur. Des cheveux émeraudes mouillés, comme des algues, scintillant à la surface de l'eau. Une peau blanche comme du sel. Des seins excessivement gros. Je me suis souvenu de 3 nobles. Je pensais que ces salauds se souviendraient probablement avec envie de ce qu'ils ont vu aujourd'hui. Soudain, la brune frissonna en voyant une autre image. Il se souvint comment la jeune fille l'avait tendrement embrassé sur la joue en signe de gratitude pour l'avoir sauvée. Son cerveau continuait à projeter de plus en plus d'images de ce moment. Je me demandais s'il avait lui-même été un peu excité à ce moment-là. Il sourit. Même s'il mordait à l'hameçon, le jeu serait terminé la première fois qu'Ezra de la Vallée poserait les yeux sur elle. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Le duc soupçonnait qui était venu lui rendre visite. Sans tourner la tête, il les laissa entrer. Madame Flavia, telle une véritable aristocrate, entra dans le bureau sans perdre sa dignité. J'ai prononcé le discours de bienvenue requis. Elle souhaita à la brune la bénédiction de la déesse. Le jeune homme continua à se tenir sur le balcon et à fumer un cigare. Il resta silencieux, regardant de côté celui qui entrait. Le professeur s'est arrêté dans le bureau spacieux et s'est figé, gardant une excellente posture. Le jeune homme a changé de position. Il se tourna pour faire face à la femme. Je me suis tournée vers madame.
Flavia Lordan grimaça. La femme ne savait pas à quoi s'attendre de la part de son interlocuteur. Le jeune homme a admis qu'il ne se souciait pas vraiment de la manière exacte dont elle enseignait cette chose méprisable. Mais il préférerait que madame ne soit pas trop zélée. La femme poussa un soupir de soulagement. Elle a demandé pardon. D'un léger mouvement, elle baissa la tête, reconnaissant la justesse du duc. La brune a dit qu'elle ne le dérangerait plus. Le professeur a levé les yeux. Elle ouvrit la bouche, essayant de protester. Le duc fit remarquer que madame était une femme sage. Je dois donc comprendre ce qu'il voulait lui dire. À ce moment-là, l'audience s'est terminée. Madame a quitté la pièce. La porte grinça derrière elle. Flavia était furieuse. Le visage était déformé par la colère. J'ai pensé à cette cireuse de chaussures. J'ai admis qu'elle était assez rusée. Il était évident pour la femme qu'elle s'était délibérément épuisée jusqu'à ce que ses pieds soient complètement usés. L'enseignante se couvrit le visage d'horreur. De cette façon, la femme pourrait éventuellement tomber en disgrâce auprès de Bonaparte. Elle a blâmé le scélérat insidieux pour tout. Les voix des femmes résonnèrent de tension. Les amis ont discuté de l'apparence de l'amante de M. César. Il y avait des rumeurs selon lesquelles elle était pieds nus. On doutait que M. César ait quoi que ce soit à voir avec une dame ignoble. Il a été suggéré que ses préférences pourraient avoir changé. Cela aussi était possible. Quoi qu'il en soit, leur relation était loin d'être ordinaire. Il y avait des rumeurs selon lesquelles ils étaient entrés ensemble dans l'aile principale. Et M. César était beaucoup plus affectueux que d'habitude. Ils furent surpris, car M. César ne laissait en aucun cas entrer les filles dans l'aile principale. La fille aux cheveux roux a soudainement sauté du banc du kiosque. Elle était hantée par la question de savoir qui était cette personne inconnue. Elle a signalé que Geneviève ne se sentait pas bien. Je vais donc devoir rentrer à la maison. Les copines ont ri. Ils ont conseillé à la jeune fille d'être plus prudente. La rousse a crié à la déesse de la mer de les protéger. Les copines étaient surprises, mais tout allait bien. Pourquoi s'est-elle soudainement sentie malade? Accusée de prétention. Les pas rapides de la jeune fille aux cheveux de feu résonnaient dans le silence du soir du jardin. Eh bien. La jeune fille devait informer Lady Lucretia de cela dès que possible. Le stylo accourut sur le papier. La fille écrivait une lettre. Cet automne battait son plein à Fornati, et le jour où l'assignation à résidence prendrait fin approchait à grands pas. Elle a dit que la fille serait choquée. Cependant, Geneviève ne put s'empêcher de l'informer qu'un nuage sombre planait sur l'avenir de la dame. Aujourd'hui, grâce au récit des dames qui s'étaient rassemblées au domaine de Bonaparte pour admirer le cœur de la sirène, elle a appris la nouvelle. Elle apprit que M. César avait été surpris avec une jeune fille dans ses bras, qu'il avait transportée directement dans l'aile principale du manoir. Combien de temps encore le duc compte-t-il percer le cœur de son ami avec un couteau pour enfin être satisfait? Et qui est cette femme sans vergogne qui l'a attirée? Geneviève voulait rencontrer la dame au plus vite et lui apporter un peu de réconfort. Delaval a ordonné que cette lettre soit envoyée. Immédiatement. Geneviève Larousse remit la lettre, scellée dans une enveloppe rouge, au domestique du domaine. La fille serra mentalement son ami dans ses bras. Après un certain temps, ce message était déjà entre les mains de celui à qui il était adressé. La fille a lu l'information, ne voulant pas en accepter l'essentiel. La brune chancela à la nouvelle. Le morceau de papier lui tomba des mains et vola dans la cheminée. La fille s'acriait. Quel genre d'absurdité absolue était contenu dans cette lettre? La feuille s'enfonça lentement dans les flammes qui brûlaient dans la cheminée. Le récit s'enflamma au même moment, et des langues de feu brillantes l'engloutirent. La jeune dame Delaval était en colère. Monsieur César allait-il vraiment l'attester à nouveau? Un feu furieux jaillit dans les yeux de la brune. Toute la noblesse discutait des dernières nouvelles. Tout le monde était intéressé de connaître cette rumeur. Il semblerait que Monsieur César ait caché une femme dans l'aile principale. Il y a 3 jours, lorsque la délégation d'Orchénine est arrivée pour démontrer le cœur de sirène, quelqu'un l'a vu porter avec précaution une fille inconnue dans ses bras. De plus, on disait qu'Henry Fetch avait payé en entier pour avoir harcelé la femme de César. On soupçonnait que c'était vrai. Ce n'est pas un hasard si les Bonaparte ont exigé de la famille Fetch la totalité des sommes colossales investies dans l'entreprise de cette dernière. Tout le monde se demandait qui elle était. Qui est la mystérieuse fille dont César Bonaparte est tombé amoureux? Madame Flavia avançait rapidement. Elle a décidé qu'elle en avait assez. Elle refusait de tolérer plus longtemps le cireur de chaussures qui ternissait l'honneur de la famille Bonaparte. La femme s'est rendue compte qu'elle devait se débarrasser de ce cireur de chaussures insidieux et impudent le plus vite possible. Le professeur a brusquement ouvert les portes. Elle fit irruption dans la pièce et appela Adélaïde d'une voix forte. La brune salua Flavia calmement. La jeune fille lui souhaita la bénédiction de la déesse. Elle avait l'air magnifique.
J'ai demandé si madame était en bonne santé. La femme regarda l'étudiant avec stupeur. Seulement 3 jours se sont écoulés. Comment a-t-elle réussi à devenir si visiblement plus jolie en si peu de temps? J'ai remarqué que les joues creuses de la jeune femme commençaient à s'arrondir. Les blessures sur son corps sale avaient presque disparu. La jeune fille rappelait au professeur la jeune fille des légendes qui attirait les marins. Adélaïde appela madame et la tira de sa rêverie. La femme a crié. Elle a tout entendu. Elle a accusé la brune de se présenter devant ces messieurs dans un état honteux, pieds nus et mouillés. La brune devait rester assise tranquillement dans le manoir et ne pas courir dans le jardin comme un poulain. Alors cela ne serait pas arrivé. La fille grimaça face aux accusations. Madame m'a dit de marcher pour corriger ma démarche. Pourquoi la fille a-t-elle défiguré ses jambes comme une idiote complète? Adélaïde baissa les yeux. Elle marmonna qu'elle demandait pardon. Le professeur a remarqué qu'il n'y avait pas une once de sincérité dans ses excuses. Soudain, Éphonie intervint dans leur conversation. La femme a demandé pardon pour avoir interrompu madame. Elle m'a demandé d'ajouter quelques mots de mon cru. Le professeur a donné sa permission. Elle n'a dit qu'un seul mot. En avant. La servante le remercia avec réserve. Éphonie a admis qu'elle n'était pas aussi instruite en matière d'étiquette que madame. Cependant, à son avis, la démarche de la dame correspondait désormais pleinement au principe de la silhouette bella. Bien sûr, cela a été rendu possible grâce au cours de première classe de madame. La servante s'inclina. J'ai remarqué que dans ce cas, n'est-il pas temps pour eux de passer à l'étape suivante de la formation, afin que la dame puisse acquérir des compétences encore plus utiles? La dame lança un regard furieux à la fille. Je l'ai mentalement traitée de mauvaise fille. Elle a même réussi à tromper Éphonie, en utilisant la pitié pour l'attirer à ses côtés. La femme grinça des dents de colère. Je me suis rappelé que M. César surveillait également tout. Madame s'est rendue compte qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle a décidé de prendre en compte l'avis de Miss Éphonie. Mais ses cours n'étaient pas encore terminés. Flavia serrait fermement le manche de sa canne. En attendant, elle doit trouver un moyen de se débarrasser de cette cireuse de chaussures, a annoncé le début de la prochaine leçon. Madame monta les marches jusqu'à l'entrée du luxueux manoir. Les lumières étaient allumées aux fenêtres. Le bâtiment luxueux était entouré de parterres de fleurs bien entretenus avec une fontaine. Madame Flavia marchait dans le couloir. Les murs étaient décorés de peintures. La femme était en colère. En conséquence, son élève était encore aujourd'hui incroyablement assidue. Elle a remarqué que la fille apprenait vite. Elle était trop différente des autres dames qui, à la moindre provocation, devenaient hystériques ou commençaient à se disputer. Lady Lordan grimaça de douleur. Si elle avait remarqué ne serait-ce qu'un soupçon de paresse dans les actions de la brune, elle aurait pu trouver à redire, mais... Soudain, la femme s'arrêta lorsqu'elle entendit quelqu'un l'appeler par son nom. Il y avait une jeune femme debout derrière Madame Flavia. La femme se retourna et regarda l'invitée avec surprise. C'était Lady Lucretia. La fille s'inclina. « J'ai souhaité la bénédiction de la déesse. » Elle a remarqué qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. La dame rigola. Ce n'est pas pour rien que la jeune fille était appelée la première beauté de la haute société. La femme idéale que tout le monde admirait. Lady Lucretia était heureuse de constater que son interlocuteur était en bonne santé. Madame lui demanda pour quelle affaire elle était venue au manoir de Buonaparte. La jeune fille a décidé de lui rendre visite car toute la crème de la société était arrivée ici. Et en voyant l'agitation des domestiques, la jeune femme supposa qu'une réception somptueuse était prévue pour les délégués d'Orkénine. Madame la soutint dans cette hypothèse. Après tout, M. César avait des liens étroits avec l'Empire Orkénine. Cette fois, il a même facilité l'accession au trône du nouvel empereur. La fille a demandé si tout allait bien avec le duc. Comme elle n'était pas sortie depuis un certain temps, ils ne pouvaient pas se voir. Une rougeur effleura les joues tendres de la jeune fille. Ses grands yeux regardaient son interlocuteur. Elle espérait que rien n'était arrivé au seigneur. Madame Flavia devina que la jeune femme avait entendu des rumeurs. En tant qu'admiratrice de longue date de César, elle devait être nerveuse à propos de ce qui s'était passé. La femme pensa que puisque cette histoire serait révélée de toute façon, elle décida qu'il serait préférable de faire allusion à Lucrèce au lien familial entre les deux. Madame baissa les yeux. J'ai remarqué que la fille avait apparemment déjà entendu quelque chose. Elle voulait avouer qui elle était, mais quelque chose l'en a empêchée. Madame s'est figée. 2 femmes se tenaient l'une en face de l'autre. Tous deux restèrent silencieux. Ils se regardèrent intensément dans les yeux. Lucrèce ne comprenait pas ce qui se passait. J'ai demandé à Madame Flavia si elle avait peut-être posé une question maladroite. La femme réfléchissait. Parce que si vous y réfléchissez, ce n'est pas forcément elle qui peut mettre à la porte la cireuse de chaussures. Un sourire narquois apparut sur le visage de Madame Flavia.
La jeune femme regardait la femme avec un sourire. Elle attendait une réponse. Madame a déjà reçu un avertissement de César. Et elle ne savait pas ce qui se passerait si elle se faisait à nouveau prendre. Mais que se passerait-il si Lady Lucretia montait sur scène? Bien que la jeune fille ait l'air d'une dame impeccablement élégante, si elle était un ange en chair et en os, elle n'aurait certainement pas pu monopoliser la place de l'épouse de César. Madame se tourna vers Lady Lucretia. Elle m'a demandé d'écouter attentivement ce qu'elle allait lui dire. La femme prit un air conspirateur. Elle a déclaré que, selon les rumeurs, cette femme est une parente de Bonaparte. La jeune femme devina qu'il s'agissait de la fille de Madame Katharina et de Monsieur Rohan. Il s'est avéré qu'elle s'était tout simplement trompée. Que devrait-elle faire maintenant? Ces pensées furent interrompues par Madame Flavia. La jeune fille frissonna lorsqu'elle entendit qu'elle ne s'était pas complètement trompée. Madame a admis que Madame Adélaïde était, très certainement, un membre de la famille Bonaparte et la sœur cadette de Monsieur César. J'ai remarqué que de l'extérieur c'était comme ça. Mais vraiment, qui pourrait le savoir? Elle aurait pu se révéler être une pauvre vagabonde. Madame a laissé entendre qu'il ne pouvait pas simplement aller demander personnellement à Monsieur Rohan et à Madame Katharina ce qu'ils pensaient de cette affaire. La femme s'est retournée et a mis son chapeau sur sa tête. Je pensais que si Lucrèce était suffisamment perspicace, elle aurait dû comprendre. La jeune femme réfléchit. Elle sourit sincèrement à Madame Flavia. Je l'ai remerciée pour ses mots d'adieu. Les yeux violets se rétrécirent. La jeune fille a admis qu'elle avait toujours compris beaucoup de choses, grâce à Lady Loredan.